Ce jeune que vous voyez sur cette photo, lorsqu'il a appris que son meilleur ami a obtenu son visa pour aller en Amérique, prise de jalousie, il a enterré dans sa cuisine. Histoire vraie, l'affaire s'est passée au Nigeria. Voici les deux jeunes en question. Les deux en question ont grandi ensemble. Ils étaient pratiquement les meilleurs amis du monde. Leur famille se connaissait. Ils marchaient ensemble, ils ont fréquenté ensemble, ils faisaient tout ensemble. Lorsque tu vois un, tu sais que l'autre est derrière. Et lorsque un bagarre, tu sais que l'autre aussi est derrière en train de bagarrer. Bref, ils étaient meilleurs amis du monde. Sauf qu'un jour donc, le jeune en question, ici on va l'appeler Yaya. Yaya donc, son père est décédé. Et lorsque son père est décédé, il a fait appel à son meilleur ami par téléphone. Il a dit franchement, mon père vient de décéder, ceci, cela, c'est fort. Est-ce que tu peux m'aider? On veut faire les enterrements, ceci, cela. Bref, son meilleur ami a dit que non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Actuellement, c'est un peu chaud, mais je veux voir comment je peux t'aider. Il a dit que ok. Sauf que les jours sont passés, le type n'a pas fait signe. Il n'a rien fait, il n'a pas appelé et il n'a rien envoyé financièrement pour le soutenir. Le gars ne faisait qu'envoyer des appels pour essayer de le contacter pour qu'il l'aide un peu, mais le gars ne gérait rien. Sauf qu'après plusieurs semaines, son ami finalement a décidé de décrocher son appel. Il est assez fâché, il a dit que c'est comment tu avais promis de m'aider, ça fait plusieurs semaines, je t'appelle, tu ne réponds pas. Il a dit que franchement, excuse-moi, mais ce qui se passe, c'est que actuellement là, c'était fort de mon côté. Là, actuellement, j'étais en train de faire mes procédures pour obtenir mon visa pour pouvoir aller en Amérique. Le gars dit que, mais donc tu fais les procédures depuis tu ne me dis pas comment. Il dit que laisse comme ça, tu ne peux pas comprendre, j'étais dans les situations. Financièrement là c'est chaud, je ne peux pas t'aider, mais je peux quand même être présent pour l'enterrement de ton père. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit que ok. Il a raccroché l'appel, il lui a donné tel jour, il a dit viens tel jour à telle heure, la veillée c'est à partir de 18h, ceci, cela. Il a dit que ok. Pendant ce temps maintenant, le gars était assis comme ça, il dit que donc, le gars a fait les procédures pour partir en Amérique et il ne me dit pas, moi son meilleur ami. Il dit que ok, ça ne va pas se passer comme ça. La famille, likez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Le gars a dit que ça ne va pas se passer comme ça. Le soir donc, venu vers 18h, son ami n'est toujours pas là. Il appelle, il dit que mais c'est comment? La veillée, l'enterrement a déjà commencé, tu es où? Il faut venir, patati patata. Il ne faisait que lui presser, l'appeler pour qu'il vienne rapidement. Finalement, le gars dit que oui, t'inquiète pas, j'arrive, ceci, cela. Bref, le moment venu donc finalement, son ami est arrivé à la veillée. Ils se sont assis côte à côte, ils ont commencé à discuter. Il a même laissé les histoires d'entraînement là. Il a commencé à demander à son ami que mais donc vrai, tes procédures sont prêtes. Tu pars bientôt comme ça en Amérique. Il dit que oui. Que donc franchement, il dit que mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Il dit que non franchement, ma maman lorsque je faisais les procédures, elle m'a dit de ne dire à personne. Tu connais aussi comment est l'Afrique, comment est le pays. Dès qu'on entend que tu fais tes procédures, on cherche automatiquement à t'empoisonner, à déposer le haratadai dans ta boisson. Il dit que ok, je comprends. Il dit que mais sinon ne t'inquiète pas. Dès que j'arrive là-bas, je travaille, je m'en sors. Moi-même, je me débrouille pour te faire monter. On a grandi ensemble, je ne peux pas te laisser comme ça. Il a dit que ok, j'ai compris. Et à un moment donné, maintenant, il a dit, sinon j'ai un peu soif là, je ne sais pas, est-ce que tu peux me chercher de l'eau? Il dit que non, tu peux juste partir à la cuisine là-bas, tu vas trouver une bouteille d'eau, tu bois. Vous comprenez déjà comment ça commence, hein? Likez la vidéo au maximum, la famille. Likez la vidéo au maximum. Il est parti donc à la cuisine pour boire l'eau. Sauf que pendant ce temps, le gars était assis comme ça, il a dit, mais attends. Donc, le type organise son visa, il fait ses procédures, il ne me dit pas, jusqu'à ce quand le visa est déjà prêt et tout, pour voyager, qu'il vient me narguer. Il dit que donc, il va voyager pour partir en Amérique, et il va me laisser ici seul. Il a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Il s'est levé, il a suivi son ami discrètement. Il est parti prendre une hache dans sa chambre. Il a suivi son ami dans la cuisine. Et par surprise, il a frappé son ami dans le dos. Son ami est tombé sur le coup. Sauf que là maintenant, on ne sait pas si sur le coup il a succombé ou s'il était inconscient. Mais bref, lorsqu'il est tombé là, il a pris rapidement une pelle. Il a commencé à creuser. Parce que oui, la cuisine en question était en terre battue. Le sol n'avait pas encore été cimenté. C'était la terre battue. Il a donc pris la pelle, il a commencé à creuser. On ne sait même pas comment il a fait. Parce que en plein enterrement, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur. Il y avait absolument beaucoup de monde à l'extérieur, mais personne, on ne sait pas comment il a fait, mais personne ne l'a entendu et personne n'est venu le surprendre à la cuisine. Bref, il a creusé jusqu'à dès qu'il a terminé, il a déposé la dépouille à l'intérieur et il a enterré. Dès qu'il a enterré là, il est retourné s'asseoir au deuil comme si rien n'était. Maintenant,
Le deuil est terminé, les jours se sont suivis. Le lendemain, les parents donc du type en question, parce que lui, il habitait avec ses parents. Les parents donc du type en question ont commencé à dire que mais comment ça se fait que depuis que notre fils a dit qu'il partait à la veillée ou c'est à l'enterrement de son ami, mais depuis il n'est pas rentré. Là, ils ont commencé à faire les recherches et finalement, ils ont appelé Yaya. Ils ont dit, mais c'est comment? Depuis, il a dit qu'il partait à l'enterrement, de retrouver ceci, cela, mais depuis, il n'est pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, il a voulu nier, il a dit que non, je ne sais pas, il n'est pas venu ici. Peut-être il est là ailleurs. Ils ont dit que non, 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 non. Moi, je connais mon fils depuis des années. Quand il dit qu'il part quelque part, c'est qu'il part là-bas. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où il allait? Ceci, cela. Il a voulu nier. Il a nié, dit que je ne connais pas, pardon, laissez-moi, il a coupé l'appel. Ils ont appelé quelques jeunes. Ils sont arrivés là-bas. Mais sachant que c'était son meilleur ami, il savait que non. Le type là ne pouvait pas lui faire de mal et il lui faisait quand même un peu confiance. C'était la famille. Et malheureusement, le type, lorsqu'il a enterré le type en question là dans sa cuisine, il a oublié de se débarrasser du téléphone. Et le téléphone était toujours au lieu où avait eu lieu l'enterrement. Quand les parents ont lancé l'appel, ils ont découvert le téléphone là-bas. Ils ont compris que le type était là-bas. Et là maintenant, donc, ils ont appelé la police. Dès que la police est venue, donc, on a arrêté Yaya. Et on lui a dit, tu vas nous dire exactement où est-ce qu'il est passé. Le type a voulu nier ceci, cela, mais bref, on l'a amené au poste et après lui avoir versé une bassine de coups de poing, finalement, il a décidé de parler. Il a dit, c'est bon, je vais parler. Je vais dire où il est. Je vais dire où il est. Il a dit, ok, il est où il est. Il a dit, il est chez moi. Il est que, ok, on te suit. On l'a porté, donc on l'a amené chez lui. On lui a dit, tu vas nous dire où il est. Il est donc entré dans sa maison. Les policiers et la famille le suivaient et il est parti dans sa cuisine. Une fois qu'il est arrivé à la cuisine, il a retiré son habit. Il a pris la pelle et il a commencé à creuser. Les policiers et la famille les regardent, ils ont dit que mais c'est seulement la folie, il fait quoi comme ça? Bref, on l'a regardé, il a continué à creuser. Au fur et à mesure qu'il creusait, tout comme vous voyez sur cette vidéo là, on a d'abord vu l'habit puis une main sortie. Là on a compris ce qui s'était passé. Dès qu'il a terminé, là, on l'a récupéré, on l'a encore fouetté super. On a dit que pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Là il a dit que ce qui se passe que là il a fait sa procédure pour aller en Amérique, il ne m'a pas dit. Et le jour où on se voit, il me crache au visage. Donc, il devait partir comme ça en Amérique et me laisser ici. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter ça. Là, la maman du jeune a dit que, quoi, mais comment ça? Te laisser partir, te laisser ici, que tu es qui? Tu es son frère, vous êtes jumeaux. Tu n'es même pas de sa famille. Le fait qu'il part ou qu'il reste, ça te regarde en quoi? Jusqu'à tu pas commettre ça. C'est quoi ça? On l'a commencé à le fumer là-bas. On l'a tabassé avant de l'amener au poste. Voici une femme qui a déjà son mari, l'a cuisiné, l'a donné à manger à ses voisins pour qu'ils coupent leur carême. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Syrie. Déjà, voici la jeune femme en question. Ici, on va l'appeler Adja. Ce qui se passe donc est que Adja, la femme que vous voyez sur cette photo-là, était mariée à cet homme-là. Quand ils sont mariés, ils sont plutôt mariés dans de bonnes conditions. Mariage religieux musulman, bref, vous connaissez. Et c'était un mariage d'amour, pas un mariage forcé comme dans certains cas. Sauf que, après quelques années de mariage, c'est-à-dire 5 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Et le monsieur de son côté a commencé à se frustrer. Il a commencé à mettre la pression à la femme, dit que mais, comment ça se fait que nous sommes ensemble depuis 5 ans? Même une fausse couche, même un semblant de grossesse, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? La femme disait que non, tu sais, c'est Dieu qui donne les enfants, ceci, cela. Il faut seulement patienter. Le moment venu, ça va arriver. Il faut seulement faire confiance à Dieu. Il a dit que j'ai compris. Il a encore patienté un an, c'est-à-dire la 6e année après leur mariage. Cette fois-ci, le monsieur ne voulait plus rien comprendre. Il était en colère. Il a commencé à mettre la pression à la femme et finalement, il a commencé à snober. Finalement, il a commencé donc à snober la femme. Il ne lui parlait plus. Le soir, il faisait sciemment des rentrées tard. Il ne mangeait pas sa nourriture. Ceci, cela, il a commencé à l'ignorer. Il ne lui parlait plus. Maintenant, vers le mois du Ramadan, c'est-à-dire en février comme ça, à chaque fois quand il partait au travail, le soir au moment de rentrer, la femme avait l'habitude de cuisiner le repas et elle attendait pour qu'il vienne couper le carême. Sauf que lui, il ne rentrait pas à la maison, il partait directement rester avec ses collègues pour perdre le temps. La femme dont l'appelle à chaque fois au téléphone que non, le repas est prêt, rentre à la maison, coupe le carême ensemble. Le type cherchait les prétextes. Il dit que non, laisse, je suis avec mes amis, ceci, cela. Vas-y, tu peux commencer à manger, je vais rentrer un peu de temps, on va manger. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Sauf qu'il a fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fait 11 fois au total si je ne me trompe pas. La femme de son côté a commencé à être frustrée. Elle a dit que donc, c'est à cause d'une histoire d'enfant qui me fait ça. Bref, elle avait l'habitude, elle est restée tranquille. Et plus les jours passaient,
plus ça s'empirait. La femme a dit que non, c'est comme s'il y a quelque chose derrière. Elle a commencé à se balader, elle a commencé à causer avec ses collègues et avec les collègues de son mari ainsi que leurs voisins. Elle a demandé aux voisins, est-ce que mon mari traite avec une femme quelque chose comme ça depuis un certain temps? Les premiers voisins ont dit non. Les deuxièmes voisins ont dit non. Jusqu'à ce que finalement elle est tombée sur la poucave du quartier. C'est-à-dire, vous savez, dans chaque quartier, il y a toujours un voisin là qui a la bouche. Que sa bouche sort toujours. Vous voyez le genre de voisin que ça donc son métier c'est de se renseigner sur la vie des gens. Elle est tombée sur lui, elle a posé la question. Le gars dit que franchement, je veux te dire la vérité, oui. Ce qui se passe qu'en réalité, ton mari là, en fait, depuis déjà un bon moment, lui, il s'est marié avec une deuxième femme derrière. Il a fait un mariage religieux, légalement et consort. Tout s'est bien passé. Il dit que, mais, attends. Il dit que, attends. Donc, tu es en train de me dire que mon mari a épousé une deuxième femme légalement, avec ses parents, avec l'accord de ses parents et tout. Derrière mon dos, sans créer ça. Il dit que oui. C'était un mariage religieux. Et d'ailleurs même, je connais la femme. C'est la collègue de ton mari. C'est une jeune fille comme ça de 23 ans. Et actuellement, là, elle est enceinte. Il dit que, attends, mais, la femme était choquée. Il dit que, mais attends. Tu as fait comment là-bas pour savoir tout ça? Le gars a dit que, toi aussi tu me connais au quartier, non? Ma mission c'est de me renseigner sur la vie des gens. Mais bref, pardon seulement, ne salis pas mon nom. Comme je t'ai dit là, fais comme si c'est pas moi qui t'avais dit ça. Je ne veux pas que mon nom commence à être gâté ici au quartier. Elle a dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée à la maison. On était encore au milieu du Ramadan. Elle a appelé son mari, elle lui a dit, c'est comment, le repas est prêt. Rentre, on mange et on coupe le carême ensemble et on passe se coucher. Il a dit, oui, ne t'inquiète pas, comme d'habitude. Il a dit, ne t'inquiète pas, je vais rentrer tard, commence à manger. Elle est que, ok. Là, la femme avait compris que depuis qu'il rentrait tard, là, c'est parce qu'il était avec son autre famille. Il a dit que, ok, j'ai compris. Elle rentrait à la maison, elle avait les nerfs. Elle a dit que, donc, dans tout ça, il peut épouser une petite fille. Il peut épouser une petite fille en cachette. Il est que, ok, ça ne va pas se passer comme ça. La femme a terminé, elle a dressé la table le soir. Quand son mari est rentré, il est parti se laver, s'est assis, il a commencé à manger. Pendant qu'il mangeait, elle est partie à la cuisine. Elle a pris, vous voyez le couteau que les musulmans utilisent souvent pour découper la viande, découper le bœuf. Elle est partie à la cuisine prendre ça, elle s'est faufilée derrière son mari. Elle a mis un coup direct. Le type est tombé, il a succombé. Et comme il est tombé là, elle a tiré, elle a amené, on ne sait pas si c'est à la douche, si c'est à la cuisine. Elle a commencé à taillader, découper, en petits morceaux, un peu comme des brochettes de viande. Elle a mis dans des sachets et elle a commencé à distribuer à ses voisins. Elle a dit franchement, voisins, ça c'est pour que vous cuisinez, vous coupez le carême avec ceci, cela. Elle a commencé à distribuer à tous ses voisins. Même le voisin qui a sorti sa bouche pour lui expliquer l'affaire, là, elle est partie aussi lui donner. Et que c'est terminé, il ne restait que deux parties. Les jambes et la tête. Sauf qu'elle a réfléchi comment se débarrasser de ça. Elle a pris ça, elle a attaché dans un sac plastique noir. Et elle est sortie de la maison. Elle s'est déplacée, elle est partie loin jusqu'à une brousse là. Sauf que pendant qu'elle se déplaçait, les chiens la suivaient. Il y avait les chiens derrière qui la suivaient. Ils reniflaient l'odeur. Ils la suivaient. Elle s'est déplacée, elle a marché jusqu'à dès qu'elle est arrivée dans un champ. Elle a creusé, elle a enterré. Dès qu'elle a terminé, elle est partie. Sauf qu'au moment où elle est partie, les chiens sont venus, ils ont déterré ça et ils ont commencé à manger. Et en mangeant, dès qu'ils ont terminé, ils ont laissé les os. Et donc, le lendemain, donc après 1-2 jours, le monsieur n'allant pas au travail, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. Ils ont appelé la femme. Ils ont dit, mais ça fait un moment, ton mari n'est pas au travail. On ne fait que l'appeler, son téléphone ne passe pas. C'est là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que moi-même, je ne sais pas. Ça fait aussi un moment là, il n'est pas rentré à la maison. Les collègues se sont regardés, ils ont dit que non, tu mens. C'est impossible que toi, sa femme, il disparaît depuis un certain temps. Tu n'es pas au courant et en plus de cela, tu ne fais pas d'alerte, tu ne préviens personne, rien. Il dit que non. La femme, c'est quelque chose de suspect. Ils ont coupé l'appel, ils ont appelé la police et expliqué la situation. Et bien évidemment, les policiers ont accepté, ils ont dit que oui, c'est vrai que c'est suspect. Son mari ne peut pas avoir disparu depuis 2-3 jours. Elle ne signale rien, elle reste seulement comme ça, comme si de rien n'était. La police donc a commencé à enquêter et par derrière maintenant, le champ où elle avait enterré les parties de l'homme en question. Le propriétaire donc du champ sont tombés sur les parties qu'elle avait enterrées. Il a rapidement appelé la police. Et la police donc a fait le rapprochement donc. Et ils se sont dirigés rapidement vers la maison de la femme. Là donc la police est arrivée à la maison. On l'a récupérée. Elle de son côté, elle ne se cassait pas la tête. Elle connaissait déjà son sort. Elle était assise là. Quand on l'a récupérée, il n'a même pas eu besoin de la faire parler. Elle-même, elle a commencé à avouer. Elle a avoué ce qui s'est passé. Elle a dit, franchement, depuis des années, il veut l'enfant seulement parce qu'il n'arrive pas à enfanter. Il est parti épouser une petite fille là-bas dehors en cachette. Ça m'a fait mal, je n'ai pas pu laisser ça donc. Je l'ai
Ja. Ensuite, je l'ai cuisiné et je l'ai donné à manger à chacun de mes voisins. Et après donc avoir avoué, ils ont pris la femme donc pour amener au poste. Et en ce moment, ça fait fort en Syrie. Voici un étudiant à l'université qui a vendu tous ses orteils chez un marabout pour devenir riche, jusqu'à ce qu'il commence à vendre tous ses amis. Histoire vraie. L'affaire s'est passée au Cameroun. Salut la famille. Avant de commencer l'histoire, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire touche le plus de monde possible. Le déo est gâté, notamment les camps universitaires. Voici 3 amis à l'université de Douala. 3 amis. C'est qu'il se passe que les 3 en question étaient très fauchés et issus de familles pauvres. Pour toucher les 2 bouts et parfois manger, ils avaient souvent des difficultés. Sauf que maintenant, on ne sait pas si c'est par grâce ou par malchance, ils avaient un ami qui avait l'argent. L'ami en question était toujours bien sapé. Il avait toujours les téléphones dernier cri. Il était véhiculé, toujours avec les dernières chaussures. Bref, vous avez capté, il était comme un suspendu. Et de temps en temps donc, ça arrivait qu'il aidait donc les 3 amis en question. Dès qu'ils avaient besoin d'aide ou d'un petit dépannage, il les aidait. Sauf qu'un jour maintenant, un des 3 amis, ici on va appeler Billy. Billy donc un jour donc est parti voir le type en question. Il a dit mais car, pardon, je peux faire comment pour être comme toi? Je peux faire comment pour avoir l'argent comme toi? Le gars dit que non gars, pardon. Ne rêve même pas être comme moi. Parce que tu ne sais pas ce que je fais. Par où je suis passé pour avoir l'argent ici. Ce que je fais pour avoir ça. Donc, pardon, contente-toi seulement du peu que j'ai l'habitude de vous donner pour vous aider. Contente-toi sérieusement de ça. C'est un conseil d'ami. Le gars dit que non. Le gars dit que est-ce que tu es dans une secte? Le gars dit que non. Je ne suis pas dans une secte, mais je suis dans quelque chose qui est comme une secte. Donc, franchement, contente-toi seulement de ce que je te dis. Il dit que non, mon ami. Même si c'est dans quoi que tu es, je veux seulement entrer. Je veux être comme toi. Le gars voulait refuser pour sauver son ami, mais le type a insisté, dit qu'il veut seulement entrer. Vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, quand ils veulent le gain facile, voilà ça. Le jeune donc, bon, finalement donc il a accepté, voilà l'insistance de son ami, il a accepté. Il a donné rendez-vous donc à Billy, à Makepe, vers une maison un peu délabrée là, fond de Makepe. Je vous donne pas la localisation parce que certains ici, je suis sûr que si je précise bien le lieu, ils vont se verser là-bas pour aller signer. Bref. Ils sont partis quelque part là-bas à Makepe vers une maison délabrée en Carabout. Une maison presque prête à se renverser. À distance, il a vu là que, mais tu es sûr que c'est ici qu'il faut qu'on aille? Il dit que oui, c'est par là que moi je suis passé pour avoir mon argent. Il dit que ok. Ils sont entrés à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait un monsieur. Un vieux monsieur, un marabout on va dire. Il a donc posé son problème au marabout. Le marabout a dit que si tu veux avoir beaucoup d'argent, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un rituel. Et tu vas retirer un orteil. Tu vas sacrifier à chaque fois un orteil. Et à chaque fois que tu sacrifies un orteil, tu auras une grosse somme qui te sera remise. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont signé, ils ont fait le rituel. Une fois qu'ils sont rentrés, donc, il a commencé le premier, couper le premier. Tout s'est bien passé. Il a eu énormément d'argent. Il a commencé à bien se saper, à bien se fringuer, à acheter un téléphone dernier cri, vêtements, habits. Bref, vous connaissez. Tout s'est passé bien. Là même ses amis ont commencé à être surpris. De style qu'il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Et on a commencé à l'appeler président dans les snack bars. Bref, il vivait sa vie de rêve. Normalement, un seul orteil suffisait déjà pour qu'il ait, on va dire, des millions. Mais lui, il était tellement gourmand que il est arrivé au 8e orteil en moins d'1 an. 8 orteils en moins d'1 an. C'est-à-dire, il a bousillé des millions en moins d'1 an. Sauf que quand il est arrivé au 8e orteil, il a commencé à tomber malade. Des maladies qui n'avaient pas de sens ont commencé à le prendre. Il a commencé à perdre le sommeil. Tellement c'était bizarre, donc il est parti faire appel à Paul. Il a dit que gars, ça ne donne pas. Il a expliqué sa situation. Il dit que gars, toi aussi tu ne vois pas que tu exagères. Toi aussi tu ne vois pas que tu exagères. Mais tu es gourmand. Il dit que tu es gourmand, mais comment ça? Donc, moi, depuis toutes les années que je suis dans l'affaire là, j'ai à peine retiré 4 orteils. Toi, ça ne fait même pas 1 an. Mais tu as déjà retiré 8, man. 8. Il dit que, gars, c'est que c'est pas que, gars, ça a cuit. De ton côté, là, ça a cuit. Il dit que, mais comment ça? Il dit que non. De ton côté, comme tu comprends, là, ça a cuit. Donc, franchement, où tu es là, gars, les gars risquent de t'amener. Il dit que, mais m'amener comment? Il dit que, gars, va seulement voir le marabout, là, tu essaies de lui expliquer sa situation. Parce que actuellement là c'est grave de ton côté. Tu as atteint le 2e niveau, un niveau que moi-même je cherche à fuir depuis. Il ne veut plus couper, retirer un quelconque orteil sur moi. Le gars pas voir le marabout. Explique la situation au marabout. Le marabout dit que c'est grave. Il dit que non gars, franchement tu es gourmand. Si normalement tu n'étais resté que sur un pied.
Ça pouvait aller, mais tu es arrivé au deuxième pied, donc tu es arrivé au deuxième niveau. C'est-à-dire, tu as dû constater que lorsque tu es parti au niveau du deuxième pied, la langue qui te remet souvent a été littéralement triplée. C'est parce que tu as atteint le deuxième niveau et à partir de là, tu ne peux plus rien faire. Lorsque tes orteils là vont finir, tu vas seulement partir. Le sang du gars a glacé sur place. Son corps a glacé sur place. Il a commencé à pleurer, supplier qu'on fait comment. Ceci, c'est là qu'il n'y a plus rien à faire. Le mabon qui n'a plus rien à faire sort. Le gars est sorti. Il est parti voir des tradis praticiens. Même les tradis praticiens lui expliquaient la même chose. Que tu arrives au deuxième niveau. Au stade ici, c'est un problème déjà qui nous dépasse, on ne peut plus rien faire. Il est retourné encore voir le marabout supplier. Le marabout dit que ok. Le marabout est pitié de lui et que ok. Il n'y a plus qu'une seule solution à faire pour te sauver, c'est que tu dois sacrifier d'autres personnes pour qu'ils partent à ta place. Il dit que ok, il n'y a pas de problème. Le marabout lui a donné une petite stratégie à faire. Il est donc parti, donc il a appelé tous ses amis. Il a organisé une petite soirée au snack. Il a dit les gars, j'organise un anniversaire au snack, tel jour, venez. Les gars disent que mais comment ça? On a fêté ton anniversaire en janvier, là nous sommes en octobre, tu vas encore organiser une fête comment? Il dit que non, c'est l'anniversaire d'un de mes bébés, il faut venir. Il dit que ah ok. Ils ont organisé donc et ils sont partis. Ils ont commencé en joka. Oh, tout s'est bien passé. Sauf qu'un de ses amis, à un moment donné, on dit souvent que Dieu est fort. Dieu sait comment faire ces choses. L'ami en question là, un de ses amis donc a eu mal au ventre pendant toute la soirée. Il est parti aux toilettes rester. Il n'est pas resté pendant 1 ou 2 heures. Il est resté pendant toute la soirée. Il dit mais pendant toute la nuit jusqu'au lendemain. Son ventre le dérangeait. Pendant ce temps, ses amis à un moment donné vers minuit sont quittés pour partir à un appartement. On part là-bas terminer la soirée. Ils sont partis, le gars était toujours aux toilettes, il ne se sentait pas bien. Le lendemain, donc maintenant, quand il a terminé les sorties, ses amis lui ont appelé, dit que non, à l'appartement c'était free, ceci, cela, tout s'est bien passé. Bref, le gars a commencé à être regretté de ne pas être venu. Mais bref, quelques temps plus tard, un des gars qui était parti à l'appartement, un véhicule l'a renversé et il est décédé. Bon, jusqu'à là, personne ne s'est alarmé. Les accidents de circulation, ça arrive tous les jours, c'est normal. Sauf qu'un deuxième, maintenant, un jour, il est couché sur le canapé comme ça, il part. Il est couché sur le canapé comme ça, il décède. Là, maintenant, sa famille était une famille Barça. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas laisser ça. C'est trop bizarre, c'est trop louche. Un homme en bonne santé, avec toutes les facultés et ses moyens, sans maladie, rien, il ne peut pas se coucher comme ça sur le canapé, il part. C'est louche. Ils sont partis faire les traditions et on a compris que c'était son ami en question qui les avait vendus. On est parti le récupérer avec une foule. On l'a tabassé correctement, c'est comme il ne fallait pas. Jusqu'à ce qu'il accepte de parler, il a amené tout le monde chez le marabout, il a fait le rituel là. Une fois qu'ils sont arrivés chez le marabout à Makepela, ils ont vu une maison délabrée. Ils ont d'abord été étonnés, on dit que c'est ici, lui. Ils ont d'abord voulu entrer pour attraper le marabout, sauf que personne n'arrivait à passer. Personne n'arrivait à entrer, comme s'il y avait une barrière invisible autour de la maison. Personne n'arrivait à entrer. Ils ont forcé, fatigué, pris les outils, ils n'arrivaient pas à entrer. Finalement, ils ont dit qu'ils vont brûler la maison, sauf que ils voulaient brûler, mais bizarrement, c'est au fin fond de Makepe, dans la cambrousse, mais les autorités sont descendues là-bas. On vous dit une maison où des personnes partent ramasser la fortune. Les autorités sont subitement descendues là-bas. Empêcher les gens de brûler ça. Je vais m'arrêter là. Pour la suite, je n'ai plus aucune information. Si lui, il est arrivé à ce genre de situation-là, c'est parce qu'il était gourmand. Très gourmand. Mais franchement, la famille, soyez très prudents, la famille. Surtout notamment ce genre de camarades dans les universités qui n'a pas de business, qui ne travaille pas. On ne connaît pas le fond. On ne sait pas concrètement ce qu'il fait, mais il est toujours fortuné, toujours friqué, jusqu'à véhiculer. Franchement, méfiez-vous généralement de ce genre de camarades. Voici une fille qui a marabouté son couteau pour pouvoir voler les étoiles de tous ces gars. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Déjà, voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Vanessa. Voici d'abord une jeune fille, c'est-à-dire l'amie de la dite Vanessa en question. La jeune fille en question a déménagé de Douala vers Yaoundé après l'obtention de son bac pour pouvoir aller commencer son année universitaire là-bas. En arrivant donc le jour de son inscription, elle est tombée sur la dite Vanessa en question. Elle s'est rendue compte que la fille était bien habillée. Elle était bien sapée. Elle avait le dernier iPhone. Et chose encore plus étrange que tout l'établissement la kiffait. Tous les gars allant d'étudiants au professeur la kiffaient. Famille, likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Elle était franchement surprise.
Mais bref, là n'est que le début. Une fois donc que l'année a concrètement commencé, elle s'est approchée de la jeune fille d'une certaine manière et elles sont devenues amies. Elles ont commencé à traîner ensemble. Un jour donc, la Vanessa en question invite sa copine dans un restaurant pour prendre quelque chose. En arrivant, elle dit à sa copine, tu peux prendre tout ce que tu veux, c'est moi qui gère. La jeune fille s'est tournée, elle a vu les cartes et elle s'est rendue compte que les prix commençaient à partir de 50 000. Elle a dit franchement, comme tu dis que c'est toi qui vas payer là, sache que si c'est, j'espère que ce n'est pas moitié moi, parce que je te dis franchement, je n'ai même pas 25 où je suis là. Elle a dit ne t'inquiète pas, je gère. Sa copine a pris le champagne et elle a fait de même. Elles ont bu et dès qu'elles ont terminé, la serveuse est venue avec la facture. Sauf que dès que la jeune fille a vu la facture, son cœur a failli s'arrêter. La facture était de plus de 100 000, était de 100 000 et quelques. Vanessa, elle s'est levée, elle a pris son sac, elle a sorti 100 000 bien content, en plus des pourboires, et elle a remis à la serveuse. Sa copine était assise comme ça, elle était intriguée. Elle se disait que, mais comment elle fait pour avoir l'argent comme ça? On fréquente ensemble, nous sommes ensemble à l'université. On sort le matin ensemble, on rentre le soir ensemble. Elle fait comment pour avoir l'argent comme ça? Mais bref, pour l'instant, elle ne s'est pas cassé la tête, elle est encore restée tranquille. Maintenant, le temps est passé et elles ont terminé les premières années universitaires. Vu que de base, pendant ces premières années-là, elles vivaient dans les appartements de l'établissement, l'année qui ont suivi, elles ont décidé de vivre ensemble en colocation. Vanessa, sa copine dont elle est partie, dont parlait à ses parents. Franchement, j'ai une copine là, avec qui je suis depuis ma première année et elle me gère bien, elle m'aide beaucoup. Financièrement, elle est assise et elle m'aide beaucoup. Donc, l'année si on a décidé de cohabiter ensemble. Ses parents étaient des parents assez free, assez cool. Ils ont accepté, ils ont dit, il n'y a pas de problème. La deuxième année, donc, qui a commencé, donc, elles ont cohabité ensemble, dans une chambre. Et pendant qu'elle vivait là-bas, sa copine a constaté que Vanessa, chaque soir, elle amenait des hommes. Chaque soir, elle amenait des hommes. En une semaine, elle pouvait amener au moins 10 hommes dans la maison. Mais bref, elle ne s'est pas cassé la tête. Vu que de base, Vanessa payait 95% des dépenses à la maison. Et quant à elle, elle ne faisait que 15% et parfois rien. Elle s'est dit, bon, elle aime beaucoup faire la chose. Le temps est passé. Un jour, Vanessa est venue devant sa copine. Elle a dit, franchement, je sais que depuis tu me regardes un genre, tu m'envies beaucoup, ceci, cela. Mais tu sais, si c'est que tu veux être comme moi, tu veux avoir l'argent comme moi, être friqué comme moi, avoir la classe comme moi, seulement parce que tu es mon ami, je suis prêt à te dire le secret. Et je tiens à préciser que on lui avait rien demandé. On ne lui avait rien demandé. Elle s'est déplacée elle-même pour faire la proposition. Bon, sa copine aussi quand même intriguée, elle dit que oui, j'aimerais bien savoir comment tu fais. Il dit que bon, ne sois pas effrayé, hein, mais c'est seulement parce que tu es ma copine que je te dis ça. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais parti voir un féticheur, il m'a fait un lavage au niveau du couteau, et le lavage là m'a fait intégrer automatiquement une secte. Ce qui fait qu'à chaque fois que je m'ouvre avec un homme, j'aspire son étoile et son étoile part dans la secte là. Et en contrepartie, la secte m'envoie de l'argent. Raison pour laquelle je ne suis jamais à court. J'ai toujours des grosses sommes sur moi. Comme tu vois là. Donc si tu es d'accord, si c'est que tu as vraiment envie, je t'amène chez le féticheur en question. Il te fait aussi le lavage. Et tu vraiment ta vie change. Sa copine était effrayée sur place, mais elle a fait l'effort de ne pas afficher. Elle a dit, j'ai compris, mais je vais d'abord y réfléchir. Elle dit que ok. Maintenant, le temps est passé, 1 mois, 2 mois, vers le 3e mois, après qu'elle ait composé son dernier trimestre, elle est partie voir sa mère. Elle a expliqué à sa mère la situation, dit que franchement, ma copine que tu connais ça, elle m'a révélé tel secret. En réalité, elle est dans une loge et elle m'ouvre à chaque fois avec des hommes pour avoir de l'argent et elle m'a proposé d'entrer dans ça. Qu'est-ce que tu en penses? Sa mère, d'habitude, calme et très sympa, s'est mise à tirer ses oreilles. Elle a dit, écoute-moi bien. Tu dois comprendre que ta copine là est déjà très loin. Spirituellement, dans ces choses, elle est déjà très loin. Écoute-moi bien, si tu es sage, quitte la maison là, porte tes clics et tes claques, tu quittes la maison là. Tu coupes tout lien avec elle. Parce qu'actuellement où elle est là, elle est plus du même niveau que nous. Et si tu veux la suivre là, ça a tes risques et dépens. Elle s'est assise comme ça. Elle a commencé à réfléchir que mais même sa mère, qui est d'habitude calme, cool comme quoi là, la grondée à ses points. Là, elle a compris que non. Ça veut dire que la situation est réellement grave. Elle s'est levée, elle est rentrée à la maison. Elle a expliqué à sa copine que franchement, tu es flatté par ta proposition, mais il préfère ne pas le faire. Et là, elle a porté ses affaires, elle a quitté la maison. En plus, vu qu'elle avait validé sa 2e année, elle a aussi changé d'école directement. Donc, parce que comme sa mère lui avait conseillé, elle devait absolument couper tout lien avec la fille. Franchement, la famille, comprenez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Des personnes souvent friquées à l'université qui sont bien habillées,
qui ont l'argent, mais qui ne sont pas dans des familles riches ou qui ne font aucun travail en particulier. Pardon, il faut vous méfier. Notamment dans les camps universitaires, il faut vous méfier. Enfin bref, la famille, likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Voici une Camerounaise qui a marabouté son caleçon pour pouvoir envoûter un homme riche au Canada. Histoire vraie. L'affaire se passe au Canada. Déjà, voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Ivana. Ivana est une jeune fille qui est née au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Ce qui se passe déjà est que la jeune femme de base n'était même pas censée se retrouver au Canada. Un jour donc, sa tante donc s'est approchée d'elle et de ses parents. Et là, a fait la proposition d'aller au Canada, terminer ses études en soins et infirmerie et par la suite commencer à travailler là-bas. Mais sachant évidemment que les parents de la fille n'avaient pas de l'argent, elle leur a donc fait la promesse de les aider à financer le voyage ainsi que le premier trimestre de la jeune fille, le premier semestre de la jeune fille. Et après ça maintenant, ils commencent à se débrouiller par eux-mêmes. La famille donc a accepté, ils ont validé. Tout s'est bien passé au début. Le voyage a été fait et avant de partir, la jeune fille n'a pas manqué de se vanter dans tout le quartier. Retenez bien ces détails. Elle n'a pas manqué de se vanter dans tout le quartier avant de partir. Détail très important. Après dans son voyage, elle est arrivée donc au Canada. Elle a commencé à vivre sa meilleure vie. Elle partait à l'école et elle avait tout son temps libre pendant la journée pour faire tout ce qu'elle voulait. Sauf qu'à la fin donc du premier semestre, il était donc temps de payer le deuxième. C'est à partir de là maintenant que le calvaire de la jeune fille a commencé. Dans un premier temps, elle est partie d'abord à la banque pour essayer de faire un prêt étudiant. Sachant qu'elle était étudiante étrangère, il fallait une garantie ou du moins un garant. Elle a voulu faire appel à sa tante, mais sa tante a refusé. Pour la simple raison qu'elle sait déjà que la jeune fille est étudiante, elle ne travaille pas, donc elle ne va jamais lui rembourser l'argent là. Elle a refusé. Et les parents de la jeune fille au pays ne pouvaient pas aider la femme parce qu'ils avaient déjà tapé dans toutes les économies et prêté par-ci par-là pour pouvoir la faire voyager. Donc de ce côté-là, elle ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Là, sa tête a commencé à chauffer. Elle a commencé à travailler, mais quand elle voyait le niveau et la lutte, ça ne donnait pas. Et l'école réclamait déjà les frais du deuxième semestre, sous peine d'expulsion. Là, elle a commencé à stresser. Et un jour, dans sa salle de classe, elle a commencé à raconter ses problèmes à sa copine. Elle dit franchement, où je suis là, je suis dans les problèmes. Si je ne paye pas le deuxième trimestre là, je suis fini. Sa copine, après avoir compris son problème, a dit ok, il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord, je peux t'apporter une solution. Mais le problème est que c'est très compliqué. Le problème est que ça dépend si tu pourras supporter, si tu vas accepter et si tu pourras supporter. La femme a dit qu'elle a compris. Elle a simplifié les paroles de sa copine pensant qu'elle plaisantait ou quelque chose comme ça. Elle a appelé son frère pour expliquer sa situation à son frère. Elle a dit franchement, si je ne paye pas le deuxième trimestre là rapidement, je serai expulsé de l'université. Et si je suis expulsé de l'université, je risque aussi d'être expulsé du pays, c'est-à-dire du Canada. Son frère a dit franchement, actuellement là, on ne peut pas t'aider. Les parents ici là déjà, c'est mort. C'est mort complètement. Ils se sont déjà endettés pour t'envoyer au Canada. Donc actuellement là, on ne peut pas t'aider. Nous sommes déjà bloqués de partout. Mais par contre, si tu vois que c'est fort, je peux quand même taper dans mes petites caisses tout ce qui me reste là. On te paye, je t'envoie l'argent, tu payes un billet, tu retournes au pays. Ça petit, ça dit que franchement, je te comprends, mais le problème est que avant de quitter le pays, je me suis vanté. Je me suis vanté. Je me suis pavané dans le quartier. Je me suis vanté. Je ne peux pas rentrer avec la... Donc si je rentre avec la honte ici, non franchement, ce que je veux seulement partir mais terminer. Ton frère dit que ah ok j'ai compris. Mais sinon nous de notre côté on ne peut plus t'aider. On ne peut plus t'aider. Nous sommes déjà bloqués ici. Elle est que si ce n'est pas grave, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle pouvait m'apporter une solution. Je veux voir si vraiment elle était sérieuse ou si elle blaguait. Elle est donc partie voir sa copine pour dire que franchement, à propos de la solution que tu m'as proposée là, ça se passe comment? Il a dit bon, tu te rappelles, j'avais d'abord mon petit ami et j'avais les problèmes avec lui, il m'avait barré, il est parti. Il m'a quitté, il est parti. Ce qui se passe c'est que j'ai rencontré une femme marabout ici au Canada. La femme était très puissante. Elle m'a arrangé un charme là qui a fait que mon gars est revenu. Et actuellement là, la relation s'est collée serrée comme tu connais. Si tu es d'accord, je t'amène chez la femme là. Et je suis sûr à 100%, elle va résoudre ton problème. C'est une marabout très puissante. Elle a commencé à douter, ceci, cela. Elle est que ma chérie. Alors si tu n'as plus le choix, soit on va là-bas, soit tu es expulsé de l'université et du pays. Elle vraiment qu'elle n'avait plus le choix, elle a accepté. Elles ont organisé donc un voyage et elles sont parties
rencontrer la femme en question. Une fois qu'elles sont arrivées, elle a expliqué à la dame, voici ma copine qui a des problèmes actuellement. Elle a des problèmes financiers actuellement. Et elle voudrait savoir si vous pouvez l'aider mystiquement à résoudre ses problèmes financiers. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Elle a demandé à la fille d'abord de sortir. À sa copine d'abord de sortir pour rester avec la concernée. Dès que sa copine est sortie, elle n'était plus que elle deux face à face. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux concrètement? Elle dit, actuellement là, j'ai des problèmes de scolarité et si je ne paye pas rapidement, je serai expulsé de l'université plus du pays. Donc, franchement, si vous pouvez m'aider. Elle a dit que, ok, ça va être très difficile parce que ton cas est différent de pour ta copine. Pour ta copine, elle voulait seulement faire revenir son mari. Son gars l'avait quitté, elle voulait seulement le faire revenir. C'était assez simple. Mais pour toi, là, c'est des problèmes financiers. Il faut quelqu'un qui va pouvoir résoudre tes problèmes. Un homme qui va pouvoir résoudre tes problèmes financiers. Donc, pour cela, il va falloir qu'on attire et qu'on charme quelqu'un. Et dans ce genre de situation, j'aurais besoin de tes sous-vêtements. La femme s'est levée. Elle est sortie, elle a vu sa copine expliquer la situation. Elle a regardé sa copine avec un air effrayé. Sa copine a dit que pardon, nous sommes quittés de Trois-Rivières jusqu'ici. Et sache que si on rentre là, je ne reviens plus ici. Donc, je ne sais pas ce qu'elle t'a proposé, mais soit tu acceptes, soit tu laisses. Mais comme on parle, moi, on ne revient plus. Moi, je ne reviens plus. Elle a dit que, ok, j'ai compris. Elle est entrée, elle a dit à la femme qu'elle accepte. À la femme marabout qu'elle accepte les conditions. Elle a donc retiré son habit, elle a retiré le caleçon, elle a retiré le sous-vêtement et elle a remis à la femme. Je vais marabouter, je vais féticher ton sous-vêtement. Et après cela, je vais te donner des écorces. Tu devras mâcher cette écorce une fois par jour, chaque soir avant d'aller te coucher. Et avant de t'endormir, tu devras déposer une gousse d'ail sous ton oreiller. Mais cela, ce n'est pas tout de suite. Rentre d'abord chez toi, le moment venu, je vais t'appeler. Elle est que, ok, elle a compris, elle est partie. Et quelques jours plus tard, la femme marabout les a demandé de venir récupérer le paquet. Elles sont parties donc et elle a remis le paquet à la fille. Elle a dit, le sous-vêtement en question, voici ça ici. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois, quand tu vas rencontrer un homme, si t'intéresse, tu vas porter le sous-vêtement en question. Et quand tu vas le draguer, ça va passer facilement. Tout ce que tu vas dire, il va accepter. Jusqu'à ce que vous partez, passer à l'acte dans un hôtel ou etc. Et à partir de là maintenant, il va faire tout ce que tu dis. Sauf qu'il y a une deuxième condition. Elle lui a remis un deuxième paquet. Elle a dit, tu vois cette écorce. Comme je l'ai dit, tu devras la mâcher chaque soir avant de t'endormir et déposer une gousse d'ail sur ton oreiller. Et rappelle-toi, si tu rates ne serait-ce qu'un seul jour, c'est-à-dire tu oublies de mâcher l'écorce ou de mettre l'ail sur ton oreiller, les graves maladies, tu vas tomber gravement malade. Et bien évidemment, et le genre de maladies là, généralement sont des maladies mystiques. Chose qu'elle a oublié de préciser à la fille. Likez et partagez la vidéo au maximum la famille. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Pour ceux qui partent constamment chez les marabouts là. La jeune fille a accepté et elle a remercié la femme marabout. Maintenant, ce qui se passe c'est que dans la même soirée, donc, la jeune femme a porté le sous-vêtement en question et elle est partie dans un bar, dans un snack bar. Il y avait l'ambiance et elle a constaté que dans la salle, il y avait un homme. Un homme qui n'arrêtait pas de commander des champagnes, des bouteilles de champagne en sassaillé. Elle a vu l'homme et elle a su que non, l'homme en question était friqué. Elle est partie s'asseoir à côté de l'homme. Elle a commencé à les séduire. Ils ont passé la soirée ensemble. Et quand ça s'est terminé, ils sont sortis de la boîte de nuit et l'homme a proposé à la femme d'aller se reposer. Vous connaissez les bibonnes, les choses, vous connaissez. La femme a accepté et ils sont partis dans un hôtel. L'homme a amené la femme dans un hôtel parce que dans sa tête, c'était juste un coup d'un soir. Et donc, il comptait après la soirée quitter sur ça, quitter sur elle. Sauf qu'après avoir passé la soirée, le lendemain, quand ils se sont quittés, l'homme reste comme s'il ne sait pas ce qui lui arrive, mais il n'arrête pas de penser à la femme. Il sort son téléphone le même lendemain matin, il appelle la femme pour lui proposer de vivre ensemble avec elle, de vivre avec elle. La femme maintenant, dès qu'elle a reçu l'appel, elle a compris que le rituel avait marché. L'homme, après seulement avoir rencontré la femme une soirée et passé la nuit une fois avec elle, il veut déjà vivre avec elle. Elle a accepté donc et elle a aménagé avec l'homme. Et l'homme, exactement comme la femme marabout avait dit, a commencé à résoudre tous les problèmes financiers de la femme. Il a payé ses études, son école, tout, ses crédits, ses prêts, etc. Sauf que, bien évidemment, on dit souvent 91 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Sauf qu'un jour, malheureusement, elle n'a pas respecté une des conditions. Du moins, elle a oublié. Un soir, elle était fatiguée. Elle a oublié de mettre le gousse d'ail sous son oreiller. Là maintenant, j'arrête l'histoire ici. Pour l'instant, je n'ai raconté que ce que je sais, mais lorsque j'aurai plus d'informations, je vous transmettrai la suite. Histoire de maraboutage de la famille. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus c'est inutilement dangereux. Et petit conseil la famille,
Si vous sentez que financièrement, avant de voyager, s'il vous plaît, assurez-vous d'être financièrement stable ici. Assurez-vous souvent d'avoir des entreprises ou des business ici qui puissent vous soutenir si arriver là-bas, ça ne donne pas. Qu'on puisse au moins vous envoyer de l'argent du pays jusqu'au Canada. Quand vous sentez que ça ne donne pas, assurez-vous au moins d'assurer vos arrières. On ne voyage pas pour voyager, franchement. Quand tu voyages avec l'intention d'aller prêter, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Voici un enseignant d'histoire au lycée qui a livré tous ses élèves à des ritualistes. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. L'affaire s'est passée au Cameroun, plus précisément à Douala, dans un lycée, mais je vais taire le nom pour éviter les problèmes. Déjà une semaine, le fameux professeur d'histoire en question demande à chacun des élèves d'être présent le samedi pour terminer les cours qui n'ont pas pu être terminés au cours de l'année. Bon, choses qui ont choqué les élèves parce que généralement, il n'est jamais en retard dans son programme. Ben, bref, tous ont acquiescé et chacun de leur côté ont essayé d'avertir ceux qui étaient absents le jour où l'enseignant a passé l'information. Maintenant, la personne qui m'a conté l'histoire nous fait comprendre que le jour en question, c'est-à-dire le samedi en question où ils devaient se retrouver. Généralement, ce samedi, les élèves de 3e en terminale sont présents car pour la plupart sont en classe d'examen, mais ce jour-là, bizarrement, il s'est rendu compte qu'aucun d'entre eux était présent et tous ont attesté qu'ils ne viendront pas ce jour-là. Ils étaient au courant de quelque chose. Ils ont attesté et protesté qu'ils ne viendront pas ce jour. Et lorsqu'il a essayé de parler à certains pour savoir pourquoi, ils ont juste dit qu'ils ne viennent pas. Mais ils n'ont pas dit pourquoi. Mais ils étaient au courant de quelque chose. Maintenant, le jour J, c'est-à-dire le samedi en question, lorsqu'ils sont arrivés, les élèves de 3e en terminale n'étaient pas présents. Seuls les élèves de 6e en 4e étaient présents. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont vu des gros véhicules, des véhicules de dernière marque, dernière sortie, garés tout aux alentours de l'établissement. Lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur de l'établissement, ils ont vu plusieurs stands. Là, donc, leur enseignant les a réunis donc, dans une pièce et là, on a fait entrer plusieurs hommes, des hommes très riches. Certains sont passés devant et chacun se sont présentés. L'autre a dit, je suis tel, je suis pétrolier. L'autre est venu dire, je suis tel, je suis médecin généraliste, patati patata. Chacun d'eux est venu donner son nom et sa profession. On s'est rendu compte que chacun était des personnes extrêmement influentes et riches. Là, donc, ils ont dit à chacun, pour tous ceux qui souhaitent devenir tel, rejoignez-nous dans tel stand. Pour ceux qui souhaitent devenir plus tard médecin, rejoignez-nous dans tel stand. Pour ceux qui plus tard souhaitent devenir pétrolier, rejoignez-nous dans tel stand et vice versa. Tous les élèves toujours étaient étonnés. Parce que de base, ils étaient censés faire cours. Mais ils se retrouvent à faire cela. Mais bref, c'était les enfants, ils ne réfléchissaient pas suffisamment. Chacun donc a réfléchi au métier qu'il voulait faire plus tard et il est entré dans le stand en question. Maintenant, pour la plupart, ça allait un peu, mais chez certaines personnes sont ressorties traumatisées. Pour la simple raison que les élèves ont discuté entre eux et pour certains qui disaient vouloir devenir avocat, on leur a dit des choses extrêmement bizarres comme quoi le jour où ils décèdent, on va l'enterrer dans telle position, ceci, cela. Donc, on les a sorti des propos assez effrayants pour des enfants de 6e. Et la chose maintenant qui les a beaucoup dérangé est que dans chacun de les stands, on leur demandait à chacun d'écrire leur nom, leur prénom et de déposer les signatures sur une liste. Et même à ce moment-là, ils n'ont pas réfléchi. Maintenant, après la soirée, c'est-à-dire le fameux samedi en question, les jours qui ont suivi, il y a eu une vague de décès. Je dis bien une vague de décès dans l'établissement. Certains élèves se sont mis à tomber pour rien, sans raison, décédés. D'autres personnes sont tombées comme en transe. Certains ont fait des crises d'épilepsie et d'autres décédaient littéralement. Tout au long de cette période-là, c'était seulement comme ça. Et maintenant, ce qui dérange concrètement dans cette affaire, c'est que la plupart des étudiants, du moins des élèves de 3e en terminale, étaient au courant de quelque chose. Ils étaient au courant, ils savaient quelque chose, mais ils n'ont pas dit. Raison pour laquelle ils sont partis s'abattre aussi des enfants de 6e, 4e. Parce qu'ils ne réfléchissent pas assez. Franchement, le problème souvent de ces pays, c'est la traîtrise chez certaines personnes. Si c'est qu'il y a quelque chose, tu n'avises pas tes petits frères. Enfin bref, je vais m'arrêter là. J'ai raconté l'histoire telle que je l'ai reçue. C'est à vous de faire votre jugement et vos conclusions. Enfin bref, la famille, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.